Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour à tous, rebonjour. Notre invité politique, celui de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Ce matin, c'est Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin, bonjour. Président de la région Normandie, président des centristes et ancien ministre. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour vous interroger à mes côtés ce matin. Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Michael Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Hervé Morin, pour être tout à fait complet, votre interview politique sera diffusée sur les sites internet de la presse quotidienne régionale ce matin ainsi que sur les télés locales TNT de France, dont LCN, la chaîne normande dirigée par Eric Terrier-Hermann. Dans votre région, Hervé Morin, on a appris il y a quelques minutes que François Bayrou quittait le gouvernement. Il tiendra une conférence de presse à 17h. Est-ce que vous êtes surpris par cette nouvelle ? Ouais, comme je vous disais avant qu'on prenne l'antenne, depuis la démission de Sylvie Goulard, en quelque sorte, le lapin était dans les phares, dans les phares de la voiture. En clair, la démission de Sylvie Goulard, qui est une démission qui l'honore, en disant voilà, je veux avoir le temps de pouvoir m'expliquer, de pouvoir prouver ma bonne foi, a-t-elle dit, je crois, faisait que ça rendait quasiment impossible pour François Bayrou, comme pour Marielle de Sarnez d'ailleurs, leur maintien au sein du gouvernement. C'était une espèce de demi-aveu qu'elle allait avoir besoin de s'expliquer. Ouais. Pas forcément pour finir au pénal, c'est pas ça le débat, mais au moins de se dire je peux pas être dans un gouvernement avec la pression que représente, quand on est ministre de la Défense, la vie quotidienne. Vous l'avez été ? Oui, c'est pour ça que je le dis. La vie quotidienne de cette fonction et d'être enquiquiné tous les jours par des journalistes qui vous disent... Donc le détonateur, c'est Sylvie Goulard. Je pense qu'elle c'est un accélérateur au moins. Ouais. Marielle de Sarnez peut rester, elle, au gouvernement ? Non, je pense que... Voilà, je me dis que c'est une histoire qu'ils vont vivre ensemble et qu'elle amènera, qu'elle conduira à la même décision. C'est la chute de la maison Modem aujourd'hui ? Oh, vous savez, la chute à la politique, tant que vous n'êtes pas vraiment mort physiquement, vous n'êtes jamais mort. Députés aujourd'hui, il y a 40 parlementaires, le Modem n'existait quasiment plus sur les territoires, n'avait plus d'élus. Il y a 40 députés qui sont en capacité de pouvoir reconstruire un réseau. Ils sont, quoi qu'il arrive, dans la majorité présidentielle. Bon, tout ça. Permettez-moi d'aller plus loin. Est-ce que c'est la chute de la maison Bayrou ? Bon, écoutez, je pense que François Bayrou va lui aussi avoir le temps de donner les explications nécessaires. Et puis voilà, quoi. Mais vous le connaissez bien, ça ne pouvait... conférence de presse annoncée à 17h. Vous le connaissez bien, il ne pouvait en être autrement ? Je pense que pour François Bayrou, c'est aussi plus... Comme tout le monde le dit ce matin, c'est quand même assez compliqué de se retrouver au Parlement garde des Sceaux, pour défendre une loi sur la transparence et la moralisation de la vie politique, et que toutes les semaines vous fassiez l'objet de papiers dans les journaux sur le thème. Il y a des témoignages, des histoires, etc. Voilà. Justement, comme vous le connaissez bien, comment vous expliquez qu'il ait pu porter une telle loi de moralisation politique, alors que justement, dans les faits, on voit que ces pratiques n'ont pas été illégales, mais pas forcément morales ? Écoutez, moi, je vais pas crier avec les chiens, c'est pas dans ma nature. Donc, je crois simplement que lorsque vous êtes au cœur de l'exercice du pouvoir, il vous est impossible de pouvoir exercer sereinement une fonction aussi majeure quand en même temps vous êtes parasité matin, midi, soir et nuit par des histoires qui, en clair, vous empêchent d'avoir la sérénité nécessaire. C'est tout. On apprend que Marielle de Sarnez quitte elle aussi le gouvernement pour prendre la présidence du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Tout ça, pour vous, c'est normal ? Écoutez, la présidence du groupe Modem, il est clair qu'elle est largement en capacité de pouvoir coordonner elle a une grande expérience politique. On ne va pas chercher une question d'immunité parlementaire ? Pardon ? A été chercher une question d'immunité parlementaire derrière. Oh non, je croyais pas ça. Je vais vous dire. Ça, vous croyez je vais vous dire, toutes ces histoires d'immunité, etc., c'est des histoires qui sont très passagères. Ouais. Parce que le jour où vous vous retrouvez dans le cabinet d'un juge d'instruction, voilà. Les levants d'immunité parlementaires sont assez courantes aussi. Oui, voilà, forcément. Alors si on revient un petit peu sur le cas François Bayrou, sur le cas du Modem, est-ce que vous diriez que ça entache le premier mois d'Emmanuel Macron, président de la République ? Ce qui est clair, c'est qu'entre le discours d'Emmanuel Macron, dont je vous rappelle qu'il a été celui qui nous a expliqué qu'il retardait la composition de son gouvernement,
avec comme alibi, parce qu'il s'agissait d'un alibi, qu'il fallait vérifier plus complètement la situation de chaque ministre pour rentrer. En vérité, c'est quand même déjà 4 de chute. Voilà, au minimum. Et qu'est-ce que vous attendez Puisqu'en plus de maintenant ça, je vous rappelle qu'hier, vous avez eu des perquisitions chez Havas ou chez Publicis et chez Business France, dont la présidente de Business France à l'époque est elle aussi au gouvernement. Donc ça veut dire quoi pour vous? Non, mais je veux dire pour un gouvernement, une sorte de faisceau là qui est pour un gouvernement qui nous a expliqué, un président de la République qui nous a expliqué que désormais dans le gouvernement, on n'était plus sous les que toutes celles et tous ceux qui sont dans cette histoire, désormais, sont des hommes et des femmes dont on a la garantie qu'il n'y a absolument aucun doute et aucun risque, que c'est une nouvelle vie, un nouveau comportement. Je constate que ça commence quand même assez mal. Et qu'est-ce que vous attendez justement du nouveau remaniement, gouvernement plus large que prévu, donc, avec la démission de François Bayrou, celle de Sylvie Goulard, celle de Richard Ferrand. On parle d'une entrée de quelques républicains. Est-ce que ça vous sied? Moi, ce que je crois d'abord et avant tout, c'est qu'on a besoin, nous, je parle de la droite et du centre, on a besoin de reconstruire notre logiciel politique. On a besoin, très clairement, comme l'a dit Valérie Pécresse, de refaire la maison du sol au plafond. On ne peut pas continuer à être sur un discours qui soit simplement un discours identitaire, s'appuyant sur son commun. Mais vous situez où? Parce que d'un côté, il y a les constructifs qui construisent un groupe parlementaire à l'Assemblée, de l'autre, il y a les Républicains avec Laurent Wauquiez ce matin qui dit le modèle à suivre, c'est Nicolas Sarkozy. Je dis qu'il y a pour nous la nécessité de bâtir une formation politique de droite et du centre qui soit une formation politique moderne, ouverte, prenant en compte la société du XXIe siècle, qui est une société de diversité, collaborative. Le centre aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, sur votre cas, c'est central. Oui, mais bon, vous savez... Donc vous, là-dedans... je vais vous dire, ça dure... ça ne durera pas. C'est ce que vous êtes en train de dire, ça ne durera pas. On est dans une période qui est assez extraordinaire, d'ailleurs, quand on la regarde avec un peu de recul, moi qui ne suis candidat à rien. C'est une période où on est dans une espèce de nébuleuse, de consensus, et tout d'un coup, on va se retrouver confronté à la réalité de l'exercice du pouvoir, des arbitrages. Tout cela mérite donc de prendre un peu de recul. La précipitation en la matière, en considérant que désormais, il y a un espace politique absolument gigantesque occupé par une majorité nouvelle. Oui, mais quel espace avez-vous, justement? Je pense qu'il y a des hommes et des femmes, chez les Républicains comme chez les centristes, qui veulent bâtir un projet politique qu'il faut totalement refonder. Bon, et les 18 députés UDI qui vont rejoindre les constructifs, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Les députés UDI, j'allais dire comme... Ce sont des opposants, je dis pour les exclure? Non, pas du tout. Moi, je suis pas dans ce schéma, c'est pas mon logiciel à moi. Ce que je pense, c'est que pour un député UDI ou LR, qui a été élu contre un candidat En Marche, dimanche, appartenir à la majorité présidentielle 4 jours après, il va falloir quand même le dire à ses électeurs. Parce que moi, quand je vois dans ma région, pour prendre des exemples simples, les hommes et les femmes qui ont été élus face à des En Marche, qui ont pu faire réussir un tour de force qui est celui de renverser la vapeur entre les deux tours et retrouver une partie de son électorat contre un candidat En Marche et qui 5 jours plus tard vont dire « je rentre dans le groupe de ceux qui vont appartenir à la majorité présidentielle ». Mais pour qu'on vous comprenne bien, Hervé Morin, le président de la région Normandie, président des centristes, ancien ministre, qui est notre invité ce matin. J'ai une question sur le Premier ministre qui est à la une de l'Express, qui est votre voisin et ami normand. Oui, c'est un ami et c'est un homme très bien. Question personnelle sur Édouard Philippe. Il est à sa place, il est dans son rôle. Vous pensez quoi du Premier ministre, au fond? Je ne parle pas personnellement, politiquement, bien sûr, et personnellement. Écoutez, Édouard Philippe a été extrêmement recul durant cette campagne présidentielle. Il a fait preuve d'un retrait en estimant que cette campagne-là, c'était pas la sienne et qu'il y avait à rebâtir, souvenez-vous, ces papiers dans notamment Libération. Et donc, qu'il ait accepté de s'engager dans cette histoire... avec un président jupitérien en plus.
Oui, enfin, ça va être. Je pense que pour Édouard, ça va pas être si simple que ça, parce qu'on a bien compris que le président de la République, qui nous expliquait qu'il serait le président de la République de l'article 5, c'est-à-dire l'arbitre, celui qui fixe les grandes orientations, et que de l'autre, le Premier ministre conduira. Vous lui souhaitez bien du plaisir, c'est ça ? Je pense qu'on n'aura jamais une concentration aussi forte des pouvoirs dans les mains de l'Élysée. Mais ce qui est une vraie question en matière de fonctionnement politique, parce que je pense que les sociétés, les constructions politiques totalement centralisées, de concentration des pouvoirs, ne marchent pas. Les démocraties qui marchent, qui sont capables de se transformer, ce sont des démocraties dans lesquelles il y a un vrai équilibre des pouvoirs, où on considère que les territoires sont en capacité de porter une partie de la transformation. Et je pense que pour notre formation politique, que moi j'appelle de nos voeux à rebâtir avec un projet politique nouveau, c'est notamment un projet politique dans lequel on fait confiance au territoire. Il faut que le manche soit plus court entre la décision et l'action sur bien... Depuis que vous êtes président de région, vous sentez ça ? C'est depuis que vous êtes président de région ? Hier, j'étais au Bourget pendant 4 heures. Quand vous avez toutes les boîtes de l'aéronautique qui vous disent « on a des carnets de commandes ras la gueule, mais on ne trouve pas de salariés, on ne trouve pas nos qualifications, on ne trouve pas les formations qui vont bien », c'est un problème d'orientation, c'est un problème de connaissance des milieux économiques par le monde de l'éducation, et c'est un problème d'organisation de la formation. Eh bien, je dis, il faut confier aux régions la question de l'emploi et de la formation pour que ça marche. Très bien. Vous voteriez la confiance au gouvernement pour qu'on vous situe ? Moi, je serais clairement dans l'abstention, c'est-à-dire voter ce qui est bien, dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais je pense qu'il y a donner un chèque en blanc, c'est pas dans ma construction. Question à l'ancien ministre de la Défense que vous avez été. Attentat encore à Bruxelles cette nuit, ou tentative d'attentat en tout cas. Il y en a eu une mardi sur les Champs-Élysées également. Le ministre de l'Intérieur dévoile aujourd'hui quelques pistes, notamment sa future loi contre le terrorisme, mais ça ne règle pas le problème des fichiers S, par exemple. Il demande une nouvelle évaluation. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Faire ce que font les Israéliens, par exemple. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'il y a, je ne parle pas de tous les fichiers, mais je considère qu'il y aurait un dispositif à créer, qui existe notamment en Israël, puisque je suis allé étudier les moyens qu'ils mettent en œuvre pour lutter contre le terrorisme, qui les frappe depuis des années et des années. En clair, quand il y a des éléments concordants et précis permettant de considérer que des hommes ou des femmes sont dangereux et peuvent représenter une menace imminente, ils font l'objet d'une rétention administrative avec un juge qui valide, un juge indépendant qui valide cette rétention administrative. Et clairement, vous avez les droits de la défense, mais vous avez des services qui apportent des preuves concrètes et précises et qui disent, voilà, il y a trop de danger sur cette personne, il faut qu'elle soit en rétention administrative. Puis moi, je pense que nous aurions intérêt à avoir un dispositif de ce genre. Alors, Gérard Collomb détaille le contenu du projet de loi antiterroriste en disant sécurisation des lieux avec, pourquoi pas, palpation, fouille, assignation à résidence uniquement dans le but de prévenir des actes terroristes. Est-ce que ça va dans le sens d'une meilleure surveillance des fichiers S ? Est-ce que ça vous semble suffisant ? Parce que là, on voit que c'est l'état d'urgence qui entre dans le droit commun. Je pense que c'est pas. Je suis assez favorable à l'idée qu'une partie des dispositions qui sont dans le cadre de l'état d'urgence puissent devenir des dispositions de droit commun pour nous faire sortir de l'état d'urgence qui est un dispositif d'exception. Et donc l'idée selon laquelle certaines dispositions rentreraient dans le corpus commun pour nous éviter l'état d'urgence permanent pour des années, puisque le terrorisme, on va malheureusement devoir lutter pendant des années et des années face à cette menace, je pense que c'est une bonne idée. Michael Zamès. Hervé Morin, évidemment, on a beaucoup parlé d'actualité, mais je voudrais revenir quand même d'un mot sur le cas du MoDem de François Bayrou, que vous connaissez bien, même personnellement. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin ? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Je lui dis que voilà, qu'il y aura des comme François Mitterrand avait une formule qui était de dire en politique, les bons moments ne durent pas et les mauvais moments ne sont pas. Les bons moments ne sont pas éternels et les mauvais moments ne durent pas. Je reprendrai volontiers cette formule de François Mitterrand. Pour François Bayrou. Hervé Morin, on va terminer par une question au président de la région Normandie. Vous avez annoncé une monnaie régionale complémentaire. Avec quel but ? Remplacer l'euro ? Non, pas du tout. Une monnaie régionale, c'est une façon à la fois de favoriser l'économie régionale et l'économie locale dans une démarche simple. Ce sont des commerçants, des entreprises qui disent, voilà, si vous achetez mes produits, ils sont faits en Normandie. Donc en clair, vous favorisez les circuits de cours, vous favorisez les circuits de proximité, vous favorisez l'économie régionale et vous avez une démarche de développement durable. En clair, ce que vous produisez, ce que vous consommez,
a été produit près de chez vous et le bilan carbone est nettement meilleur. Je pense que bien entendu, ça va pas transformer l'économie, mais je vous rappelle qu'il y a... On verra. L'économie régionale, la monnaie locale, il y a des monnaies locales qui représentent des dizaines de milliards d'euros de flux par an, notamment le WIR en Suisse. Donc, c'est pas simplement anecdotique, cette histoire-là. Voilà, et vous l'avez dit sur Territoire d'Info, ça tombe bien. Merci Hervé Morin, président de la région Normandie, président des centristes, ancien ministre.